Diana Douzan était journaliste d'investigation à El Espectador, la meilleure d'après son rédac-chef. Une fouille merde aux airs de diva qu'on retrouverait un jour avec une balle dans la nuque, selon ses détracteurs. Ils étaient nombreux à Bogota, mais Diana n'avait pas froid aux yeux. Et ce n'était pas la mésaventure vécue par sa prédécesseur au quotidien qui allait corriger le tir. Sonia Henriquez enquêtait sur les trafics en prison, révélant les arrangements entre narcos incarcérés et certains militaires haut gradés en charge de leur surveillance lorsqu'elle avait été enlevée à la sortie d'un pénitencier et précipitée dans une voiture. 2 hommes masqués l'avaient violée dans une maison isolée avant de la jeter dans un fossé. Un simple avertissement ou un miracle. La mort était généralement le sort réservé aux fouineurs. Diana avait pris sa suite au journal sans se poser de questions. On lui disait qu'elle finirait mal. Elle répondait qu'il était facile d'abdiquer en Colombie et refusait de vivre comme une autruche parmi les hyènes qui se nourrissaient de la charogne. 300 000 civils assassinés depuis le début du conflit, 6 millions de déplacés. Record à battre. Ses amis trouvaient qu'elle allait trop loin. Qu'en savait-il? Son père avait été tué quand elle avait 8 ans, sans raison. Miguel Douzan donnait des cours de dessin à l'université nationale. Des types chevelus passaient souvent à la maison pour lui demander conseil ou simplement son avis de petit homme à lunettes aimant le bon vin, sa femme et ses filles. Un peu trop libéral peut-être ou trop conservateur au niveau des mœurs. En tout cas, on l'avait assassiné dans la rue alors qu'il se rendait en cours un matin. Un acte de plus dans ce génocide aveugle ciblant la population. Diana consacrerait sa vie à combattre la violence en mémoire de son père, et si quelques cyniques trouvaient cela aussi chevaleresque qu'inutile, qu'il crève avec le sang des autres sur les mains. C'est elle qui se couchait le soir avec la peur au ventre, elle qui se réveillait le matin en se bottant le train pour ne pas abandonner, trouver un mari et une bonne raison de l'aimer, elle qui vivait à 45 ans comme à 30 ans, sans enfant, ni patrimoine, ni rien. Diana était la fille spirituelle de Betsabé Espinal, la première ouvrière à réclamer l'égalité des salaires, refusant le machisme des contremaîtres. Elle était la fille de Maria Cano, figure de l'aile anarchiste des libéraux, exclue et soigneusement oubliée de l'histoire pour ne pas froisser ces messieurs aux commandes du navire en feu. Diana devait son courage à ces modèles féminins qui avaient tout risqué avant elle. Cette pulsion fraternelle était sa canne, son tuteur et son lierre. Contrairement à la majorité des élites, Diana Douzan ne trouvait pas normal que les représentants de l'Église et les politiciens s'offrent des voyages de luxe aux frais du contribuable, que les hauts fonctionnaires détournent l'argent des manifestations sportives et culturelles, que les élus vendent leurs indépendances à ceux qui finançaient leur campagne, touchent des commissions en liquide des entreprises chargées des grands travaux, volent l'argent de la santé, de l'éducation ou des enfants souffrant de malnutrition, que les anciens présidents se rassemblent dans une sorte de club privé pour poursuivre leur business. Mais on n'attache pas les chiens avec des saucisses. Pour traquer ces édiles corrompus, l'enquêtrice avait un réseau où se mêlaient attachés parlementaires, magistrats, fonctionnaires de la police et de l'armée, hackers, confrères, lanceurs d'alerte, stars de la télé préoccupés par le sort de leur pays, employés d'ONG, défenseurs des droits de l'homme. Elle ne dévoilait ses sources à personne, pas même aux membres de l'équipe du journal qui l'employaient, pour leur sécurité. Diana vivait près du parquet 93, un des espaces verts du centre-ville de Bogota, au 3e étage d'un immeuble qui en comptait 5. Soler, son rédacteur en chef, avait insisté là-dessus. Les 2 premiers étages étaient trop facilement accessibles par la rue. Le dernier par les toits, où tueurs et faux cambrioleurs pouvaient s'introduire. Le quartier était plutôt sûr, même si elle n'y traînait jamais seule le soir, et elle garait sa voiture dans le parking souterrain dont l'ascenseur menait au palier de l'appartement. Diana portait une bombe d'autodéfense dans son sac à main, se doutait qu'elle serait morte avant d'avoir pu s'en servir, mais se tenait prête en cas d'enlèvement. Un simple sparadrap contre les balles. Son travail lui prenait l'essentiel de son temps, celui des autres aussi lorsqu'elle décidait de s'y plonger. Fatalement, ses rapports avec les hommes en pâtissaient. Un seul avait osé rester, Sébastien, un reporter français de l'AFP qui couvrait le conflit dans les années 2000.
Sébastien non plus n'avait pas froid aux yeux quand il s'agissait de suivre les FARC ou les forces spéciales dans les zones de combat. Ils avaient vécu 3 ans ensemble, avant que les engueulades inhérentes au stress permanent ne prennent le dessus sur les moments de pur amour. Diana n'avait pas l'expérience des ruptures, cette douleur de devoir tout quitter, les rires et les premiers émois, aucun mode d'emploi pour oublier qu'elle avait commis un rêve. Son deuil avait duré bien après le retour de Sébastien en France. Un tunnel au fond duquel, faute de mieux, Diana avait pris un chat pour compagnon de vie. On se console comme on peut, ricanait-elle, lors des trop rares soirées qu'elle accordait à ses copines. Sa dernière liaison un peu sérieuse datait de l'année précédente, lorsqu'elle s'était amourachée de Jefferson, un photographe freelance qui collaborait au journal. Jefferson savait y faire en tendresse, mais c'était un dilettante, préférant tout tourner en dérision pour éviter les sujets délicats, en particulier son incapacité à aimer longtemps. Trop choyé par sa mère, peut-être, qui lui avait laissé croire à l'absolu, ce Père Noël qui ne faisait pas de cadeaux, comme il disait. Ou alors, Jefferson ne l'aimait pas vraiment. Diana refusant de jouer les maîtresses d'occasion, ils avaient coupé court après 3 mois à peine. Amenée à le côtoyer dans les rédactions, elle avait fait bonne figure et, après un moment de déprime, ne pas chercher à revoir l'autre, surtout ne pas coucher avec, même si elle en crevait d'envie. Diana ne rêvait plus du grand amour. Ça ne la dispensait pas d'en vivre des petits, à moindre coût affectif, ou qui rentraient dans ses horaires de travail, 7 jours sur 7. Elle avait commencé par les sites classiques, genre mythiques, et n'avait rencontré que des cons. Les types arrivaient en retard, d'autres baratinaient pour passer directement au dessert, des vantards, des pisse-froids, des mariés qui payaient en liquide, des machos masqués qui jouaient aux esquintés, s'en devenait tordant. Avec le temps, Diana avait opté pour Tinder. Au moins les choses étaient claires. Un mouvement d'index à droite, tu restes, à gauche, tu disparais. Un rapport simple à défaut d'amour et un maximum de coups assurés. Les cadras comme elle n'avaient pas le loisir de traîner dans les bars. Ses amis étaient en couple ou elle avait déjà couché avec. Elle connaissait tous leurs proches et s'était jurée de ne plus sortir avec un journaliste. Diana restait jolie malgré ses nuits sans sommeil. À partir de 45 ans, les années comptaient double pour les femmes. Une vision sexiste dont la journaliste s'arrangeait sans phare. Sa frimousse de gamine avait pris quelques rides, des taches s'apparaissaient sur sa peau, mais le brun éclatant de ses yeux faisait oublier des traits qu'elle jugeait trop communs. Elle portait les cheveux sur les épaules, dressés le plus souvent en chignon inventif. Un look à l'européenne, loin des canons colombiens. Toutes les filles autour d'elle avaient les cheveux longs et raides à la Shakira. Enfin, son corps demeurait tonique et elle avait la prétention d'être assez dégourdie au lit. Tinder offrait un éventail de possibilités quasi infinies pour s'envoyer en l'air. Pour décrocher la queue de Mickey, on repasserait. Si elle tombait par hasard sur un bon lot, il y avait de fortes chances qu'il ait une douzaine de prétendantes en stock, moins exigeantes et plus fraîches qu'elle. De son dernier amant, Diana n'avait retenu que le pseudo, Gabriel. Plutôt beau mec, on ne pouvait pas lui enlever ça. Regard sombre, expressif, mâchoire carrée, costume élégant. Un peu mastoc, mais abdos soignés du quadra en chasse. Il s'était donné rendez-vous au BBB, une chaîne de bars-restaurants près de la Macarena. Comme elle, Gabriel ne parlait pas beaucoup de lui. Un prof de sport à l'entendre qui coachait des flemmards pleins aux as. Abordait des sujets passe-partout avec un certain humour, et c'était à peu près tout ce qu'elle demandait. Diana n'avait pas dit qu'elle était journaliste. Elle rencontrait des hommes pour se changer les idées, pas pour ressasser ce qui l'obsédait. Une bouteille de Carmenere avait fait traîner le dîner tout en détendant l'atmosphère un peu trop chargée de non-dits avant qu'il ne lui propose de finir la nuit chez lui, qui habitait à quelques quadras. Il était clair que son soupirant du soir n'était pas prof de sport, mais Diana avait dit pourquoi pas. Gabriel était un peu plus jeune qu'elle, bâti dans le rock et pas bégueule quant aux préliminaires. Un bon moment, au demeurant, et dans le feu de l'action, un compliment comme « le plus beau cul de Bogota ». Même s'il mentait, ça faisait toujours plaisir.
Diana s'était endormie aussitôt après, abrutie de fatigue par une semaine chargée au journal. Le réveil avait été moins agréable quand il l'avait mise dehors aux aurores. Son hôte n'avait pas dit pourquoi cette précipitation, mais Diana avait entendu la sonnerie du téléphone et des bribes de discussion. C'est en cherchant les toilettes qu'elle était entrée par mégarde dans le bureau, alors faiblement éclairé par l'écran de veille d'un ordinateur. Curiosité déplacée, seconde nature. L'eau de la douche coulant dans la salle de bain, Diana s'était approchée des photos punaisées au mur. Une vieille coupure de journal représentait Gabriel plus jeune, tenant par l'épaule un homme de son âge, souriant pour la photo. « Les frères Bagadère, artisans de la victoire », disait la légende. Un championnat de foot universitaire, d'après le maillot. L'eau ayant cessé de geindre dans les conduites, Diana avait regagné le couloir de l'appartement et était tombée sur le maître des lieux, les cheveux encore trempés et visiblement pressé de se débarrasser d'elle. Il n'avait pas échangé un mot dans l'ascenseur, mais Diana connaissait ces baiseurs compulsifs collectionnant les conquêtes sous pseudo, pas le genre de type à abandonner le plus beau cul de Bogota sans une bonne raison. Il s'était quitté en coup de vent sur le trottoir, mais l'amante et conduite avait repéré la boîte aux lettres en traversant le hall d'immeuble. L. Bagadère, 6e étage. Les taxis n'étaient pas sûrs la nuit à Bogota, surtout pour une femme seule. Diana préférait utiliser Uber. Les chauffeurs étaient exploités, mais fichés et suivis à la trace, aucun ne se risquerait à la braquer. Bagadère, puisque c'était son nom, avait filé dans sa voiture de sport avant même l'arrivée du taxi. Le jour pointait sur les toits quand elle arriva chez elle. L'alcool bu la veille lui faisait mal au crâne. Elle se sentait vaguement sale, mais persuadée que 3 heures de mauvais sommeil suffiraient à la tenir éveillée jusqu'à la fin de la journée. Un dimanche banal, en somme, qui s'annonçait sans tambour ni trompette. Diana poussa la porte de son 2 pièces, posa son sac dans l'entrée et se fit aussitôt réprimander par Croquetta, qui maraudait en l'attendant. « Te voilà, toi !» fit-elle en guise de bonjour. Il était loin, le chaton roux et famélique, récupéré dans la rue après sa rupture avec Sébastien 6 ans plus tôt. L'animal avait pris autant de kilos de gras, en bon point aujourd'hui comique, qui justifiait son nom, Croquetta, comme les tapas à la chapelure, et accessoirement la couleur de son pelage. Diana mit de l'eau à chauffer dans la bouilloire, de la pâtée dans l'écuelle du charmant tyran qui se levait entre ses jambes, et lança les recherches sur son ordinateur avant même de prendre une douche. Bagadère. La journaliste eut à peine le temps de finir son nez que le résultat tomba, photo à l'appui. Putain. Elle n'avait pas couché avec un prof de sport rencontré sur Tinder, mais avec Lautaro Bagadère, le chef de la police criminelle de Bogota, le fils du procureur général de la Fiscalia. L'affaire avait défrayé la chronique au début des années 2000, quand l'un des fils de Saúl Bagadère avait disparu sur la route de Carthagène. On avait seulement retrouvé la voiture d'Angèle dans un bois, 100 km au nord de Bogota. Les médias et l'opinion publique s'étaient émus de la détresse de la famille Bagadère, à son tour frappée par les kidnappings. On soupçonnait naturellement les FARC, mais ces derniers n'avaient pas exigé de rançon ni communiqué sur la capture d'Angèle. Était-ce un avertissement aux nantis qui refusaient de verser leur dîme à la guérilla, alors aux portes de la capitale? Voulaient-ils, par leur silence, torturer un proche du pouvoir? Ou est-ce qu'un incident majeur était survenu et qu'ils avaient préféré le taire? Saúl et Lorena Bagadère avaient subi le syndrome des familles de disparus qui s'imaginent, mortes d'angoisse, 1000 scénarios qui leur ramèneraient l'être aimé. Issu d'une riche famille d'éleveurs et de propriétaires terriens, experts en droit, Saúl Bagadère avait intégré la U, le parti d'Uribe, situé à la droite d'un échiquier politique déjà très conservateur. Uribe élu, les 2 hommes avaient mis au point le plan Colombie, une guerre contre la drogue, avec le soutien financier et logistique des États-Unis qui visait principalement les FARC. Malgré les soupçons d'enlèvement et les risques de voir son fils tué sous les bombes, Saúl n'avait pas desserré l'étau autour des rebelles. 15 ans plus tard, le monde avait changé.
Nommé à la tête de la Fiscalia par la Cour suprême, Saúl Bagader avait participé aux accords de paix avec les FARC, et bien que n'ayant jamais retrouvé son fils cadet, mettait depuis le glaive de la justice au service de la réconciliation nationale. Le procureur général avait notamment fait le ménage dans les forces de l'ordre, à la suite de l'affaire des faux positifs. Des primes étant versées pour chaque guérillot tué, d'obscurs recruteurs descendaient dans les barrios, offraient une tournée de bière et un rail de coke aux paumés du coin, leur proposaient un job plus ou moins légal à la campagne ou à l'autre bout du pays et, leur confiance facilement gagnée, ils les livraient alors à l'armée qui les exécutait avant de maquiller la scène pour simuler un combat. Les recruteurs étaient payés l'équivalent de 100 $, le prix de la vie en Colombie. Adolescents, malades mentaux, toxicomanes ou indigents, entre 2 et 3 000 personnes avaient été assassinées, faux positifs dont le nombre explosait à l'approche de Noël pour payer les cadeaux. Le scandale touchait Uribe, l'ancien mentor de Bagader, aujourd'hui sénateur et intouchable. En attendant, Saúl Bagader avait mis à la retraite plusieurs officiers et généraux impliqués, et si la quasi-totalité d'entre eux avait finalement bénéficié d'une impunité, leur éviction laissait le champ libre à son fils aîné, nommé chef de la police criminelle de Bogota, Lautaro. Un prof de sport, bien sûr. Diana passa son dimanche devant l'ordinateur, son chat en sentinelle sur les feuilles de papier qui traînaient là, activant son réseau pour lever le mystère. Lautaro Bagader avait quitté son domicile en pleine nuit. L'affaire était forcément urgente, or aucune dépêche n'en parlait. Diana contacta les agences de presse, les commissariats de quartier, consulta Internet, en vain. « Tu ne trouves pas ça bizarre, gros chat ?» croquetta miaula en retour, habitué à commenter ce qu'il ne comprenait pas. « Miaou, c'est ça. » 11 heures du soir. Diana boudait devant une tortilla au piment qui datait de la veille, quand Jefferson lui adressa un texto laconique. « J'ai quelque chose pour toi, Amor. » Son ex avait toujours le mot pour rire. En Colombie, tout le monde s'appelle Amor.